De vous accueillir aujourd'hui pour l'édition hors norme 2020 qui se déroule à distance. Mesures sanitaires obligent. Et oui, ça ne vous a pas empêché d'être nombreux à nous suivre. Nous nous en réjouissons et nous vous remercions pour cela. Nous allons passer 1 heure ensemble cet après-midi et je vais jouer le rôle de Madame Loyal. Avant toute chose, je voudrais adresser à chacun d'entre vous mes meilleurs vœux pour une année 2021 qui soit plus sereine, qui nous permette de revenir à une situation plus normale et qui nous offre la possibilité de nous réunir à nouveau en présentiel. C'est quand même plus sympathique. Alors 2020 a été une année inédite. Toutes les entreprises, les organisations ont dû s'adapter à des nouveaux modes de fonctionnement. Le Club des adhérents en a fait de même, puisque nous avons organisé cette année, en 2020, près de 20 webconférences sur des thématiques en lien avec la normalisation. Nous avons diffusé des newsletters mensuels sous format numérique, et puis nous avons organisé des clubs d'échange entre adhérents. Et nous le poursuivrons probablement et certainement en 2021. Alors cette année, les trophées hors normes ont pris un format particulier. Nous avons fait le choix de récompenser des individus, des femmes et des hommes remarquables. Remarquables parce qu'ils se sont impliqués dans des projets qui visaient à gérer davantage, enfin mieux maîtriser la crise sanitaire que nous connaissons. Et ils l'ont fait en s'appuyant sur des normes, soit en les utilisant, soit en élaborant. Et souvenez-vous, en mars 2020, c'était le début du premier confinement. Il y avait une pénurie de masques incroyable, les hôpitaux étaient débordés, c'était la panique, il fallait gérer cette crise sanitaire. Nos lauréats se sont impliqués dans des projets qui visaient à apporter des solutions, mieux gérer la crise, et ils l'ont fait parfois bénévolement en prenant sur leur temps personnel. Lorsque nous avons lancé l'appel à candidature pour identifier de potentiels candidats pour cette édition hors norme, nous avons reçu plusieurs dossiers et nous en avons sélectionné 3. Premièrement, celui du groupe Renault, qui a mis en place une démarche globalisée de management des risques sanitaires sur l'ensemble de ses sites au plan mondial. Le second lauréat, le consortium Pneumasque, qui a adapté un masque de Décathlon à des fins de protection des soignants dans les hôpitaux. Et le troisième est celui de l'élaboration d'un référentiel sur les masques barrières par un groupe de travail constitué au sein d'AFNOR en un temps record. Tous ces dossiers nous ont paru de nature à être intéressants à vous présenter pour cette édition hors norme. Voilà, avant de vous présenter nos lauréats et de les accueillir, je vais passer la parole à Olivier Perrat qui va vous adresser ses vœux. Bonjour Olivier. Bonjour Christine. Eh bien écoutez, je vais vous dire que, alors déjà, nous avons quelques personnes avec nous. Nous sommes très heureux de savoir que nous sommes dans le monde physique. Et puis également aussi beaucoup de personnes qui sont à distance. Et donc des amis, des partenaires, des personnes qui ont été, je dirais, avec nous dans les circonstances, dans la tourmente que nous connaissons. Parce qu'effectivement, comme tout le monde, et bien, comme toutes les structures, AFNOR a été soumise à une situation, je dirais, difficile, à des situations difficiles. Je ne dirais pas que c'est la devise de la maison, mais en tout cas, on a essayé de ne pas subir. Et par rapport à cela, je dirais, on a essayé de faire montre d'agilité, de résilience, j'y reviendrai. J'ai une conviction forte sur ce point-là. Ça s'est traduit, ce que je vais vous dire est très banal, par une accélération de la transition numérique, puisque nous avions déjà des choses, mais on s'est rendu compte qu'il fallait faire 10 fois plus vite. Travail à distance, eh bien, qu'on le souhaite ou non, il fallait que nous nous débrouillions avec les outils qui étaient les nôtres et que nous avons été capables aussi de mettre à jour et de faire évoluer dans le temps. Ça s'est traduit aussi par des audiences un petit peu différentes de celles que nous rencontrions habituellement, puisque nous avions un certain nombre de fréquentations, de participations, et là nous avons eu un effet de levier majeur. Christine l'a dit, les webconférences ont été multipliées de manière extrêmement notable. La consultation des sites internet également, ça a complètement explosé. La mise à disposition aussi, AFNOR a été à l'origine de propositions de mettre à disposition de tout industriel qui le souhaitait, de toute entreprise qui le souhaitait, un certain nombre de normes dont AFNOR n'était pas forcément propriétaire des droits. Et comme nous sommes très soucieux sur ces questions de propriété intellectuelle, eh bien naturellement, nous avons proposé au niveau ISO
Il a été proposé aussi au niveau IEC, au niveau du CEN, au niveau du Sénélec, de rendre ces normes gratuitement disponibles et pendant la durée de la pandémie. Là-dessus, ça s'attarde un petit peu, mais il faut le faire. Et donc, nous avons été entendus dans ces propositions et donc nous avons contribué modestement, mais je pense réellement, puisque une entreprise qui souhaitait utiliser ces normes pouvait le faire de manière à servir l'intérêt général en fournissant tel ou tel type d'équipement, respirateur ou masque ou produit utilisé dans ce cadre-là. Également aussi dans le cadre du rayonnement international, puisque en tant qu'AFNOR, tout le monde ne le sait pas forcément, mais 90% de nos travaux de normalisation visent en fait l'Europe ou l'international, 90%. Et donc, eh bien, très rapidement, ce que nous avons été amenés à faire ou à initier a pu connaître une audience européenne ou internationale, avec également aussi à la clé, je pense que sur la question des masques, par exemple, des masques barrières, avec Eva qui a animé de manière brillantissime donc, les travaux sur ces masques barrières. Ensuite, c'est devenu quelque chose d'européen à la demande de la Commission européenne qui a souhaité que l'on puisse transposer ce beau résultat au plan européen. Et de ce fait, alors là c'est un peu un scoop, mais nous avons reçu hier une information suivant laquelle en matière de tourisme, domaine éminemment sinistré, eh bien, la Commission européenne souhaiterait voir qu'est-ce que nous pouvons imaginer de faire au niveau normalisation de manière à faciliter le moment venu le retour des touristes dans les lieux touristiques. Et ça, je crois, et dans les infrastructures touristiques. Donc c'est aussi l'habitude, la norme a une image de pertinence, mais aussi de lenteur. Je pense qu'à cette occasion, nous avons pu démontrer que la pertinence pouvait être sauvegardée pour l'essentiel, mais qu'on pouvait aller beaucoup plus vite. Et ça, je pense que c'est un élément tout à fait important. Tout cela avec des éléments de traduction, puisqu'on a été amené à traduire certains de nos travaux dans beaucoup de langues, de manière à avoir le maximum de portée. Tout cela s'est accompagné d'un niveau de satisfaction de la part des clients extrêmement satisfaisante, puisque nous avons un fort taux de satisfaction élevé, supérieur à 80%. Je dirais, je m'en félicite, que la dimension bienveillance au niveau de nos clients et interlocuteurs est un élément aussi que je tiens à souligner, parce que on ne peut pas travailler de manière absolument parfaite dans un tel contexte. Il peut manquer des informations, on peut manquer de coordination. Dans certains cas, eh bien, nous avons des acteurs qui nous ont aidés justement dans le cadre de cette coordination. Je pense notamment par rapport aux acteurs publics. Je ne cite pas de nom, mais ils se reconnaîtront certainement. Et donc je pense que c'est très important d'avoir ce climat de bienveillance, et j'espère que même lorsque les choses seront redevenues un petit peu plus normales, eh bien, ce climat de bienveillance sera entretenu. Alors on remercie toutes les organisations qui sont restées à nos côtés dans cette période difficile, et je peux leur promettre que nous nous attacherons en 2021 bien évidemment à faire en sorte, avec le concours de l'équipe adhésion animée par Christine, de voir comment nous pouvons renforcer les services offerts aux adhérents en matière d'offres combinées, de nouvelles fonctionnalités et autres, à essayer de vous informer le plus en amont possible. AFNOR a un avantage, c'est qu'elle a sans doute un peu plus de lecture ou de visibilité sur ce qui va se passer. Donc nous avons une capacité d'anticipation, et donc notre souci, c'est d'essayer d'en faire profiter le plus possible les acteurs qui sont proches de nous. Et ça, je crois que c'est un point tout à fait important, parce que si on anticipe, on est capable de pouvoir agir en avance de phase. Alors, je prends simplement l'actualité telle que nous pouvons la connaître. Dans le cadre de l'ISO, nous avons des comités techniques, des Technical Committees, et donc je vais citer simplement quelques numéros et surtout titres de comités techniques qui sont à secrétariat français, donc assuré par AFNOR. Je citerai le comité technique sur l'économie circulaire. Je pense qu'on n'en a jamais autant parlé, mais là, clairement, nous montrons que nous avons une certaine pertinence, puisque nous avons eu en plus les responsabilités correspondantes. Nous avons un TC sur les surfaces biocides. Je ne sais pas si vous voyez, surface biocide, qui a été aussi attribué à AFNOR. Et enfin, un autre comité technique sur la biodiversité. Je crois que le président de la République s'est exprimé hier dans le cadre d'un sommet international sur le sujet. Il va y avoir un sommet en Chine à l'automne prochain. Et au niveau AFNOR, eh bien, nous avons la responsabilité de l'animation de ce comité technique. Et je pense que nous serons capables sans doute de faire passer un certain nombre de messages au plan international auprès de nos partenaires, de nos interlocuteurs. On a réussi à convaincre déjà nos amis chinois de pouvoir rassembler une initiative qu'ils projetaient dans le cadre de ce comité technique sur la biodiversité. Nous avons des contacts aussi très prometteurs au niveau de l'Amérique latine. Donc les choses vont dans la bonne direction.
Donc avant de conclure, je souhaiterais à nouveau adresser à chacun et à chacune, présent ou distant, mes meilleurs voeux pour 2021. Prenez soin de vous, soyez prudents, respectez toutes les précautions possibles, parce qu'à mon avis, on a encore 6 mois devant nous qui vont être difficiles, voire très difficiles. Donc les précautions s'imposent. Prenez soin aussi de vos proches. Soyez prudents, soyez raisonnables, soyons tous ensemble résilients. Et ma conclusion, ça pourrait déboucher sur la chose suivante. C'est le fait que la norme volontaire d'aujourd'hui, c'est la résilience de demain. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on est maintenant moins, je dirais, enfin on est tous soucieux bien sûr, mais replaçons-nous en mars dernier par rapport à aujourd'hui. Eh bien, nous avons des automatismes, nous avons acquis des automatismes, nous avons acquis des réflexes. Donc nous avons augmenté collectivement notre résilience. Il peut se passer des mauvaises choses, nous sommes mieux préparés et les impacts seront moins forts. Et donc quelque part, nous avons, même sans l'écrire, créé un ou des normes qui sont des normes pas forcément écrites. Et ce dont je suis absolument convaincu, c'est que si demain nous travaillons intelligemment, prenons l'économie circulaire, si nous travaillons sur des normes qui, par rapport à des composants, facilitent la maintenance d'équipements, ça veut dire que demain, nous pouvons, de manière relativement simple, parfois en autoproduction, faciliter la maintenance de ces équipements. Donc je pense qu'il faut vraiment y penser. On ne va peut-être pas déposer le slogan tout de suite, la norme volontaire d'aujourd'hui, c'est la résilience de demain, mais je pense que ça vaut la peine en tout cas d'y réfléchir. Et je suis prêt en tout cas à discuter tout élément relatif à cette notion, parce qu'on entend parler de beaucoup de résilience, parfois avec une acception qui ne me paraît pas tout à fait correcte. La résilience, c'est la capacité à faire face, à encaisser des mauvaises nouvelles, des situations difficiles, tout en repartant de l'avant. Et c'est là où justement, je pense, j'en suis vraiment convaincu, et je terminerai là-dessus, la norme volontaire, ça nous aide. Merci beaucoup Olivier pour vos mots. Et je vous propose à présent d'accueillir nos premiers lauréats, Nathalie Bouvard et Alexandre Lima du groupe Renault, qui ont contribué tous deux à la mise en place d'une démarche de management des risques intégrant les risques Covid sur l'ensemble des sites au plan mondial de Renault, et tout ça dans un temps très court. Alors, je vous propose de découvrir leur démarche en vidéo. Une bien belle démarche, dites-moi. Alexandre Lima, bonjour. Vous êtes manager au sein de la direction hygiène, sécurité, ergonomie et environnement du groupe Renault, plus particulièrement en charge du management de l'environnement. Pouvez-vous nous dire en quoi les normes internationales ont été utiles pour votre projet? Écoutez, les normes internationales ont permis de fédérer les équipes au sein du groupe Renault pour non seulement maîtriser la pandémie, mais aussi apporter une sortie de crise pour nos organisations. Cet ensemble organisationnel qui a été mis en place a surtout permis à l'entreprise de parler d'une seule voix sur l'ensemble de ces organisations, notamment à l'international, ce qui a permis, sous la totalité du groupe, un déploiement sur 40 pays, sous un temps et un délai très court. D'une manière générale, nous sommes très attachés au groupe Renault dans l'utilisation des normes, notamment des normes à connotation internationale, ce qui permet dans l'entreprise de cadrer la manière comment on fonctionne et apporter à la direction générale des éléments pour la prise de décision. Globalement, Renault, dans sa démarche automobile aujourd'hui, elle apporte une valeur très importante au management global de ces organisations, notamment la prise en compte de ces aspects normatifs internationaux, ce qui permet à l'entreprise d'être plus compétitive, plus agile et en efficacité par rapport aux aléas du marché. Donc, d'une manière générale, Renault applique plusieurs éléments de certification, des normes de certification au sein de ces organisations. Et cela est plus qu'un élément compétitif confirmé pour l'ensemble du groupe. Merci Alexandre. Nathalie Bouvard, vous êtes manager au sein de la même direction, HSEE dans votre langage et vos acronymes. Vous êtes plus particulièrement en charge du management, la santé et sécurité au travail. Pouvez-vous nous dire concrètement finalement ce qu'a apporté ce projet à Renault? La situation sanitaire et la démarche qui a été engagée dans le groupe
a permis de renforcer la place centrale de la santé-sécurité des employés. On a pu démontrer que le groupe apportait une importance très très forte à la santé et sécurité des employés, mais aussi de toute autre personne qui peut intervenir sur nos sites. On a réussi à monter un système de management du Covid de A à Z et on l'a déployé dans tous les sites, quelle que soit leur situation géographique, quelle que soit leur taille, quelle que soit leur activité, quel que soit leur niveau de maturité en termes de santé-sécurité, et on l'a fait d'une façon homogène. Une petite anecdote, ça nous a permis aussi de découvrir certains sites. Alors vous imaginez bien qu'on n'a pas découvert des usines, mais il y a des petits sites où on a très très peu de collaborateurs, 2, 3, 5, qui d'habitude ne sont pas couverts par nos organisations ou nos systèmes de management parce que les risques sont très faibles, souvent des activités de bureau. Et face à la crise du Covid, ces personnes étaient aussi sujettes au même risque que sur n'importe quel autre site. Et on les a donc intégrés dans notre système de management. Donc finalement, ce projet, il a eu aussi un impact au niveau de la culture de l'entreprise. Tout à fait, au niveau de la culture santé-sécurité du groupe et à tous les niveaux hiérarchiques, tous les personnes, tous les employés ont pu réaliser qu'il y avait des enjeux sécurité, santé-sécurité au quotidien, dans des gestes qui peuvent paraître anodins, dans des situations qui peuvent paraître anodines. À titre d'exemple, prenez le gel hydroalcoolique, on en a tous dans nos poches, dans nos sacs. Utiliser mais aussi stocker, transvaser du gel hydroalcoolique, comme c'est un produit inflammable, ce n'est pas anodin et ça présente des risques. Et ce genre de prise de conscience permet au quotidien d'améliorer la culture santé-sécurité. Merci Nathalie. Alexandre, finalement, quels conseils pourriez-vous donner à vos homologues industriels à la suite de ce projet ? Des conseils de bon sens pour démarrer, comme tout dans la santé et sécurité. D'abord, je dirais ne pas hésiter effectivement d'utiliser des normes internationales dans la prise des décisions pour gagner en efficacité. Surtout appliquer dans le cadre de cette manière de faire ces normes, des manières à effectivement être en avance par rapport à ce qui pourrait être contraint. Je pourrais vous citer quelques exemples des éléments qu'on avait appliqués chez nous, surtout et dont les normes nous ont aidés à la prise de décision. Un exemple très simple, au moment du début de la pandémie, nous avions des fournisseurs qui ont essayé de nous vendre des masques, des fournisseurs qui n'étaient pas référencés. Et à ces moments-là, nous avons constaté des produits qui n'avaient pas de références, des produits qui n'étaient pas conformes aux normes, voilà. Tout simplement. Voilà. Et effectivement, le fait d'y avoir l'énormément, ça nous a permis de prendre un bon choix et de ne pas tomber dans un piège. Et pour conclure, je dirais que d'une manière générale, ne pas oublier les autres risques qui existent encore dans l'entreprise. Pour vous en citer un exemple, nous avons réalisé quelques films de communication afin de montrer aux collaborateurs le geste barrière. Et certains, nous avons refait puisqu'ils engendraient d'autres risques, comme exemple un piéton qui traversait en dehors du passage piéton. Hors des clous. Voilà, on va dire ça, oui, tout simplement. Merci Alexandre. Nathalie, ça a été une belle aventure ce projet, je pense, j'imagine. Quelles seront les prochaines étapes du projet, de la démarche ? Alors, pour définir les prochaines étapes, on a fait un constat, on a fait un bilan de la situation, comment elle s'est déroulée. On a identifié une faiblesse en particulier, qui est qu'on a apporté tellement d'attention à la gestion de la crise Covid que parfois l'attention a été un peu relâchée par rapport aux autres risques. Donc on a noté par la suite une augmentation du nombre d'accidents, notamment après le confinement et même après les congés d'été. Et bien évidemment, on a réagi et on a également pour nous aider une spécification technique 45005 qui est sortie, qui va nous aider à gérer l'ensemble des risques en période de pandémie. Donc on va s'en inspirer.
Et puis, on est rentré dans une ère post-Covid. Il y a des choses qui vont perdurer dans la démarche qu'on a mise en œuvre. On va mélanger ça, ou on va rendre ça plus robuste avec le système de management santé-sécurité qu'on avait déjà mis en œuvre. Et on va se diriger vers une certification ISO 45001 de l'ensemble de nos sites. Formidable. Eh bien, écoutez, merci beaucoup et bravo à tous les deux. C'était quand même pas gagné de généraliser une telle démarche sur presque plus de 350 sites dans le monde entier en si peu de temps. Donc, encore une fois, bravo à tous les deux. Je vous propose à présent d'accueillir Mathis Roussel, chef de projet à FNOR Normalisation, plus particulièrement en charge de la santé et sécurité au travail, qui va nous présenter nos prochains lauréats. Je vous propose de découvrir la démarche de ce consortium Pneumasque en vidéo. Au mois de mars 2020, la France est touchée par la pandémie de Covid-19. En guerre. Les soignants se mettent à redouter une pénurie de masques FFP2 et de lunettes de protection. Manu Prakash, bio-ingénieur et professeur à Stanford, a alors l'idée d'adapter le masque EasyBreath Subea de Decathlon. Il conçoit avec son laboratoire un adaptateur qu'il imprime en 3D. L'objectif est d'utiliser le masque comme équipement de protection pour les soignants grâce à l'ajout d'un adaptateur permettant d'intégrer les éléments filtrants existants dans le milieu médical. Un véritable engouement émerge alors autour de ce masque, à tel point qu'il est déjà utilisé en Italie pour ventiler les patients en réanimation. Le 20 mars, Manu Prakash partage ses résultats avec des membres du projet Plankton Planet et de la fondation Tara. Des chercheurs, ingénieurs et makers situés entre San Francisco et la Bretagne avec qui il a l'habitude de collaborer. Il décide de mobiliser les acteurs de leur réseau et sollicite Decathlon, qui leur partage les plans et suspend la vente de milliers d'unités afin de les mettre à leur disposition, la direction générale de BIC pour la partie production industrielle, des chefs de service de réanimation d'hôpitaux bretons et des experts en qualité et réglementation pour accompagner l'autorisation de mise sur le marché. Une chaîne de solidarité pluridisciplinaire s'organise. Chacun apporte son expertise, son réseau ou ses moyens de production. Le consortium Pneumasque est créé. Pendant 17 jours, ils échangent quotidiennement par visioconférence sur l'avancée du projet. L'INPP rejoint le consortium et participe avec l'IRBA aux essais d'aptitude de performance respiratoire en milieu hospitalier, exigence requise par la norme NFEN 149. Ces essais sont complétés par des tests en conditions terrain au sein du service de réanimation du CHRU de Brest. Il s'écoule à peine une dizaine de jours entre les premiers plans, l'impression 3D de l'adaptateur et la création par BIC du moule en aluminium. Le 14 avril, l'adaptateur reçoit l'autorisation officielle de l'ANSM pour être mis sur le marché en tant qu'équipement de protection individuelle. La production à l'échelle industrielle est lancée à l'usine de briquet BIC de Redon, en Ille-et-Vilaine. Seulement 17 jours après la création du consortium, la distribution de l'adaptateur est organisée dans les services hospitaliers français et à l'étranger. Ainsi, 28 000 masques et 25 000 adaptateurs seront distribués dans 7 pays. Aujourd'hui, il n'y a plus de pénurie de masques FFP2, mais un dossier réglementaire concernant la seconde génération de masques Decathlon est prêt en cas de besoin d'adaptation future. Bonsoir à tous, donc nous accueillons donc maintenant le consortium Pneumasque et on va commencer tout de suite avec Monsieur Colomban de Vargas qui est avec nous en visio. Colomban, bonsoir. Est-ce que vous nous entendez bien? Ah. On vous retrouve Colomban. Bonsoir. Est-ce que vous nous entendez maintenant? Moi, je vous entends très bien. Eh ben parfait. Bonsoir. Ah oui, non, je vous entendais bien. Je ne savais pas si vous m'entendiez. C'était plus de notre côté. Bonsoir Colomban. Vous êtes directeur de recherche au CNRS et comme on a pu le voir dans la vidéo tout à l'heure, à l'origine de ce projet, il y avait le groupe Plankton Planet, dont la fondation Tara Océan et le mouvement des makers, qui a aussi une place assez prépondérante dans ce projet. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces différentes organisations et leur rôle? Oui, donc en fait, il y avait le CNRS, il y avait aussi Sorbonne Université, Stanford pour l'académie. Et puis après, il y avait donc la fondation Tara qui est exceptionnelle, qui est une fondation exceptionnelle pour la découverte de l'océan
et puis des groupes de makers en fait qui gravitent autour de nous en fait et pour construire. Et ce qui est amusant, c'est qu'on constitue ensemble un programme qui s'appelle Plankton Planet et où on développe des petits instruments très simples pour mesurer les microbes de l'océan, pour voir les microbes de l'océan, notamment aussi les virus. Et bon, faut rappeler en fait que 99% des microbes sont bénéfiques pour la planète. Et puis là, donc j'étais avec Manu Prakash, qui est un professeur de Stanford, au début de la première vague en Méditerranée. Et on est vite rentré à la maison juste avant de se confiner. Et puis Manu, de retour à Stanford, nous envoie une photo de lui avec le masque intégral de Decathlon. Il nous dit qu'il faut absolument transformer ça en masque anti-Covid. Et donc c'était assez amusant parce qu'on a vraiment une agilité pour développer des instruments pour mesurer, normés en fait, pour mesurer le microbiome océanique. Et donc on a fait vite appel à Decathlon, la Fondation Terra Océan a fait appel à BIC, et puis après les makers de Brest ont fait appel à Ivanov et au docteur Lair aussi. Et donc on était tout de suite un petit réseau très très efficace en fait. Et en 2 jours en fait on avait constitué un petit réseau qui a pu en fait réaliser ce masque anti-Covid. Merci beaucoup Colomban. On accueille maintenant en plateau Florian Boucher. Bonsoir. Vous êtes fondateur et dirigeant de la société Ivanov qui a pour mission d'accélérer la mise sur le marché de nouveaux concepts et d'idées innovantes, notamment dans le domaine de la santé. Vous, de votre côté, vous étiez en charge de toute la veille réglementaire et normative. Vous avez participé à la constitution du dossier réglementaire pour la NSM. Vous nous avez partagé l'idée que vous aviez l'habitude de travailler avec le secteur du dispositif médical qui est assez structuré. Quel a été pour vous le plus gros défi à relever ? Alors, le défi qui se dressait devant nous, c'est l'autorisation de mise sur le marché du masque Decathlon transformé en équipement de protection individuelle de catégorie 3. Et habituellement, cela demanderait des mois avant d'obtenir un marquage CE pour la mise sur le marché. Alors face à la pénurie de masques, on a profité finalement d'un allègement de la réglementation par la Commission européenne qui permettait de mettre sur le marché un équipement de protection individuelle sans marquage CE à condition de justifier qu'on atteint des performances de sécurité suffisantes, adéquates. Et pour cela, avec la société Kermet Consulting, nous avons utilisé la norme EN 149 qui avait été mise en ligne gratuitement par l'AFNOR d'ailleurs. Alors, il faut reconnaître que sans l'allègement de la réglementation et sans tous les efforts donnés par la société BIC pour défendre le dossier, je pense que le projet aurait peut-être eu du mal à aboutir. Et d'ailleurs, aux États-Unis, le projet Stanford, il faut le savoir, n'a pas réussi à avoir d'autorisation de mise sur le marché, que ce soit temporaire ou dérogatoire. Vous vous demandiez également comment est-ce que le groupe allait fonctionner lorsque vous l'avez intégré ? Oui, alors comment ce groupe allait fonctionner ? On a eu jusqu'à 50 participants qui, a priori, n'avaient pour la plupart jamais travaillé ensemble. Et on m'a répondu, ne t'inquiète pas. Tout ça va s'auto-organiser, chacun va trouver sa place naturellement. Et ce qui a été fabuleux, c'est qu'on avait tous le même objectif, c'est défendre, protéger les soignants. Et on avait tous compris que chaque action allait participer à l'autorisation de mise sur le marché. Alors ça a tellement bien fonctionné qu'aujourd'hui, certains participants à ce consortium ont créé un collectif qui s'appelle DIGO3, Do It Yourself Grand Ouest, qui a pour vocation de développer, et on continue à le faire, des solutions open source dans le domaine de la santé. Merci beaucoup Florian. On retourne maintenant en visio, on va accueillir Quentin Aline. Quentin Aline, bonsoir, est-ce que vous nous entendez bien ? Oui, je vous entends très bien, est-ce que vous m'entendez de votre côté ? Déjà, on vous voit bien, mais alors oui. Est-ce que vous entendez bien ? Oui, est-ce que vous m'entendez ? Moi, je vous entends bien. Tout à fait, impeccable. Ça y est, le son est arrivé. Bonsoir, vous êtes ingénieur produit chez Decathlon Subéa, donc la fameuse marque des masques de plongée. L'investissement de votre entreprise, elle s'est fait sur plusieurs, à plusieurs niveaux, que ce soit au niveau des fonctions support, au niveau de la logistique, sur l'aspect commercial, dans la distribution en magasin, ou même au niveau de vos actionnaires. Est-ce que vous pouvez nous dire comment Decathlon s'est mobilisé dans son ensemble ? Oui. Pour résumer l'action de Decathlon,
on peut partir sur 2 décisions structurantes qu'on a prises dès les premiers jours de la crise et du confinement. La première, sans doute celle qui a été le plus médiatisée, ça a été d'arrêter la vente de nos masques pour les mettre à disposition des équipes soignantes et des hôpitaux. Cette première décision, elle a nécessité une grande capacité d'adaptation de nos équipes logistiques et magasins. Rien qu'en France, par exemple, Decathlon Pro a distribué plus de 30 000 masques dans plus de 1000 établissements de santé à travers la France. La deuxième décision, c'est celle qui m'a permis d'intégrer le collectif Pneumasque et celle sur laquelle je veux insister aujourd'hui, ça a été de partager les informations techniques concernant notre masque aux équipes mobilisées dans son adaptation. Le fait de mettre à disposition le masque, ça nous a mis sous les projecteurs et donc on a été sollicité par de nombreuses équipes à travers le monde pour adapter ce masque. Donc j'étais rentré en contact avec Manu Prakash dans un premier temps et ensuite avec l'équipe Pneumasque. Nous, chez Decathlon, on connaît bien le milieu normatif. On collabore avec l'AFNOR depuis de nombreuses années. Par contre, on n'est absolument pas compétent sur le domaine médical. Et ce projet Pneumasque, c'est l'exemple parfait de l'efficacité qu'on peut avoir à partager les données en open source avec des équipes pluridisciplinaires qui s'animent sur un but commun. Voilà, donc concrètement, nous ce qu'on a fait, c'est qu'on a partagé nos plans 3D, nos plans 2D qui ont facilité la fabrication, notamment côté BIC, mais également notre dossier d'homologation sur lequel a travaillé d'arrache-pied Florian, et notre réseau de partenaires. C'est comme ça que l'INPP a pu rentrer également dans ce consortium et apporter son expertise. Merci beaucoup Quentin. Et vous parlez comme un livre puisqu'on accueille également Stéphane Loubès qui est responsable du laboratoire d'essai de l'INPP, donc de l'Institut national de la plongée professionnelle, et également directeur du bureau de normalisation des activités aquatiques et hyperbares, le BNAAH. Vous travaillez avec les normes au quotidien de par vos fonctions et vous, donc, comme le disait Quentin, vous aviez Decathlon comme partenaire. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi votre rôle et celui de l'INPP ont été une des clés de ce projet ? D'abord, en tout cas, quand on a été sollicité par la société Evanov pour participer à cette aventure, on a tout de suite répondu présent, même si on était en période de confinement, que notre laboratoire était complètement à l'arrêt. Nos 2 techniciens se sont mobilisés totalement pour réaliser tous les essais respiratoires qui nous avaient été demandés. On a conseillé également le consortium sur l'utilisation de la norme et les limites de nos équipements. Et puis, on a également synthétisé toutes les essais qui avaient été réalisés par l'IRBA, notre partenaire privilégié sur les essais respiratoires, qui est l'Institut de recherche biomédicale des armées de Toulon. Et c'est vrai que pour nous, qui sommes une association assez petite et considérée comme, je dirais, très performante dans le domaine de la formation des scaphandriers de par le monde, puisqu'on forme 130 pays environ, ça a été vraiment une aventure qui correspond tout à fait à l'état d'esprit de notre association. Donc on est vraiment fiers d'avoir pu contribuer dans notre petit domaine à la réussite de ce projet qui a été vraiment une très bonne expérience de solidarité. Merci beaucoup Stéphane. Et enfin, Fabrice Dieudonné, bonsoir. Bonsoir Mathilde. Vous êtes directeur industrialisation chez BIC. Pareil de votre côté, l'investissement s'est fait autant sur le plan industriel que vis-à-vis de vos actionnaires qui vous ont suivi de près. Quels ont été les plus grands challenges à surmonter ? C'est difficile en quelques minutes de retranscrire tout ce qu'on a pu vivre dans cette expérience. Mais en fait, on a très vite compris l'enjeu. Et on a très vite compris qu'il fallait qu'on traduise ça par une action où on devait faire les choses bonnes du premier coup et dans des délais extrêmement courts compte tenu de l'urgence sanitaire du moment. Le consortium nous a apporté toutes les informations, toutes les orientations qui nous ont permis d'être dans l'anticipation. Les équipes de Big Technology ont été capables de développer non seulement le design de cette pièce et le moule en l'espace de 10 jours, là où normalement il nous faudrait peut-être 4 à 5 semaines en moyenne. Enfin, notre usine de Redon, qui habituellement fait des briquets, a été en mesure de prendre cet outillage et immédiatement de produire 30 000 adapteurs, ce petit machin, qui a permis
d'alimenter les hôpitaux en masques. Et en fait, oui, ça a été une superbe aventure humaine, non seulement vis-à-vis de personnes qu'on ne connaissait pas et qu'on a l'impression maintenant de connaître depuis 10 ans, mais aussi en interne, une implication de l'ensemble des collaborateurs de la société, et sans exagérer, 24 heures sur 24, week-end compris, avec des dirigeants qui nous ont encouragés, et vraiment une chaîne de solidarité, d'action, de mouvement qui était impressionnante. Parce que vous nous aviez dit, je cite, « Je ne savais pas qu'un mécanicien, ça pouvait pleurer ». Oui, parce que on est impliqué dans ce que l'on fait, évidemment, tous autant qu'on est, mais il y avait une implication qui était professionnelle, mais il y avait aussi une implication personnelle. Et en fait, on s'en est vraiment rendu compte quand on a eu des retours sous forme de photos, sous forme de petites vidéos, des personnels soignants qui utilisaient donc le masque Décathlon. Et là, oui, on a pu lire l'émotion dans l'œil de nos collaborateurs. Ouais. Oui. Merci beaucoup. Et félicitations à vous tous, hein, félicitations au consortium Pneumasque pour ce magnifique projet. Je vais maintenant passer la parole à ma collègue Rim Chaoui, qui est responsable du pôle de normalisation sur la santé-sécurité au travail, pour vous présenter le troisième et dernier lauréat de ce soir, le groupe AFNOR SPEC Masque Barrière, qui a permis de développer un document de référence qui a facilité la mise sur le marché des masques dits grand public. Présentation tout de suite en vidéo. En mars 2020, la pandémie de Covid-19 s'abat sur la France et le pays subit rapidement une pénurie de masques chirurgicaux et FFP2. La polémique sur le manque de masques continue de grandir en France. La société civile s'improvise alors dans la confection de masques avec des matériaux disparates et non sécuritaires. Aucun repère n'existe encore pour ces masques dits alternatifs. Le 20 mars 2020, AFNOR réagit et organise une première réunion de travail pour proposer une solution face à l'urgence sanitaire et les risques générés par les masques alternatifs. Le parti pris, solliciter la présidente de la commission de normalisation sur les appareils de protection respiratoire. Dès le lendemain, le projet est dessiné. AFNOR va élaborer un référentiel évolutif pour faciliter et sécuriser la fabrication de masques en tissu. Le processus de co-construction est lancé grâce à l'implication de 150 professionnels de tout horizon. Fabricants de masques, industriels du textile, médecins, laboratoires d'essais, pompiers. En parallèle, un groupe utilisateur est également mobilisé. Une première version du document est partagée aux participants en s'inspirant de normes européennes. AFNOR prend contact avec l'État et plus particulièrement avec la Direction générale de l'armement, de la santé, des entreprises et l'Agence nationale de la santé et du médicament. Lors de la troisième et dernière réunion de travail, le document AFNOR SPEC Masque Barrière est finalisé. Vendredi 27 mars, le référentiel est publié. Je vous montre comment réaliser le masque selon le guide AFNOR. Des communautés d'experts sont mobilisées pour prendre en compte immédiatement les retours utilisateurs et répondre aux questions du public. Quel tissu choisir? Quel piège à éviter? L'intérêt est immédiat. Le 8 avril, une plateforme solidaire est créée pour mettre en relation offreurs et demandeurs de masques. En décembre 2020, plus d'1,5 million de téléchargements du modèle de masque barrière. Des versions en langue anglaise, allemande, arabe, espagnole sont désormais disponibles, ainsi qu'un équivalent européen. Et pour une protection optimale, inspirez-vous du modèle AFNOR. Et on pourra même danser collé-collé. Salut les amis, je vous aime. Bonsoir à tous, merci pour cette rétrospective. Je suis Rim Chaoui et je vous propose de revenir ensemble sur cette aventure assez forte qui a permis d'aboutir à un référentiel en un temps record, en une semaine, et qui a mobilisé pas loin de 150 experts. Nous avons la chance d'avoir avec nous aujourd'hui, et j'en suis vraiment ravie et très honorée de pouvoir vous voir en vrai, 5 des 150 experts qui ont contribué largement à l'élaboration de ce référentiel. Vous avez accepté de partager avec nous vos expériences respectives
et je vous propose de démarrer cette table ronde avec la participation du docteur Philippe Karenko, qui n'a pas pu se joindre à nous physiquement aujourd'hui, mais qui est disponible à distance. Docteur Karenko, vous êtes médecin hygiéniste, vous êtes également chef du service au sein du CHU de Hyères. Vous aviez d'ores et déjà un pied dans la normalisation depuis quelques temps et vous étiez avant tout et surtout en première ligne dans la lutte contre la Covid-19. Pouvez-vous nous expliquer les raisons qui vous ont poussé dans ce contexte à participer à ce projet? Merci, vous m'entendez bien? On vous entend parfaitement bien. Ok, merci. Oui, vous comprenez, je m'excuse de ne pas être parmi vous, mais en ce moment, je cours les routes pour aller d'établissement en établissement, porter la parole et entre autres choses, grâce à vous, et je remercie à cette occasion tout ce qui vient d'être dit et toutes les personnes qui ont participé à ce projet autour des masques, parce que, je parle des masques Décathlon, parce qu'effectivement, nous avons été en première ligne et nous avons pu voir l'efficacité de tout ce qui a été fait, alors merci au nom de tous les soignants. En ce qui concerne le projet sur les masques barrières, il correspondait à une situation d'urgence avec un besoin immédiat de répondre à ce qui était tout simplement une carence, un manque, un défaut de quantité et parfois même de qualité de ce qui existait. Et surtout parce qu'il commençait à se faire un peu, j'allais dire tout et n'importe quoi en matière de protection, sous l'effet de la pression de la carence. Donc il était urgent, et je vous en remercie, que l'AFNOR prenne en main ce sujet et rapidement, comme il l'a fait aussi rapidement, avec beaucoup d'efforts, en très peu de temps, arrive à trouver une solution efficace, pratique, do it yourself aussi, pour ceux qui le souhaitaient, parce qu'il se faisait réellement de grandes variétés de choses non structurées, non organisées, et ça mettait un peu mal à l'aise les professionnels, ne sachant pas comment qualifier ce qui se faisait et accorder ou non. Voilà. Il y avait les tenants à l'époque de la ligne, j'allais dire dure, de la ligne restons droits sur nos bottes et ne parlons que des masques normalisés, mais il n'y en avait pas. Dans ces situations-là, évidemment, c'est le pragmatisme qui devient roi, et heureusement qu'il a été un peu structuré, organisé, même de façon complète, grâce à ce qui a été réalisé. Voilà, je ne voudrais pas en dire plus, mais c'est vraiment ce qui a motivé ma participation. Moi, je venais du monde donc de l'hygiène, mais à proprement parler aussi de la blanchisserie, puisque je suis président d'une blanchisserie interhospitalière. Et disons que c'est un domaine qui nous intéressait parce qu'on avait commencé nous-mêmes aussi à essayer de fabriquer nous-mêmes des solutions pour nos soignants. Donc merci encore, et puis bravo pour ce résultat rapide. Merci, docteur Karenko. Vous nous avez en effet notamment accompagné dans le cadre de l'écriture des règles pour l'entretien de ces masques, et ça nous a vraiment fortement aidé. Je vous remercie infiniment. Donc, comme l'a très bien précisé docteur Philippe Karenko, il y avait un certain nombre d'initiatives disparates formidables, mais pour lesquelles il était nécessaire d'apporter un cadre commun, tant pour accompagner ces initiatives solidaires, mais que pour également permettre la mise à disposition de masques avec des exigences minimales de sécurité pour les utilisateurs. Pour construire ce cadre commun, il nous fallait un pilote. Et c'est très naturellement que nous sommes tournés vers Eva Messaoudi. Eva, vous êtes responsable réglementation pour les appareils de protection respiratoire chez Honeywell. Vous êtes également présidente de la Commission française de normalisation pour les appareils de protection respiratoire. Vous l'êtes depuis quelques années. Et depuis ces années-là, vous avez œuvré pour positionner la France sur la scène européenne et internationale en matière de normalisation pour la protection respiratoire. Et c'est vraiment très naturellement que nous nous sommes tournés vers vous. Pouvez-vous nous expliquer en quelques mots comment vous avez vécu cette responsabilité qui vous a été confiée? Tout d'abord, merci beaucoup Rim pour cette très jolie présentation. Et pour moi, l'AFNOR SPEC, c'était avant tout une excellente expérience professionnelle, mais également une très jolie histoire humaine. Je me souviens parfaitement de ce samedi de mars, et lorsque Mathis Roussel, avec qui je travaille dans la commission de protection respiratoire depuis des années, main dans la main au sens noble du terme, il m'a appelé en disant, en m'informant que la direction de l'AFNOR envisageait de me proposer de me confier l'animation du groupe de travail dans le but de développer des spécifications techniques pour les masques grand public.
Donc, première réaction, j'étais un petit peu surprise. Ensuite, très fière d'avoir cette opportunité de mener à terme ce joli projet. Et donc, je n'ai pas hésité à accepter cette proposition et nous avons immédiatement commencé à travailler. Au bout de quelques heures, nous avons créé déjà le premier projet. Ce projet, il était très général. En revanche, c'était une excellente base pour nous pour commencer les discussions. Quelques jours plus tard, 2 jours exactement plus tard, 2 jours après la première fois, et nous avons organisé la première visioconférence. Et ici, une très grande, excellente surprise. Nous avions 150 experts et connectés à notre visioconférence. Le travail a commencé dans le climat de très grande, je dirais, compréhension et très grand respect. Et la rédaction de l'AFNOR-SPEC, elle exigeait une polyvalence concernant l'aspect scientifique, mais également relationnel. Et je pense que nous avons relevé ces défis haut la main, car au bout de 10 jours, le document a été publié. Et bien évidemment, le nombre de téléchargements témoigne de l'importance de ce projet. Je voudrais également aujourd'hui profiter de cette occasion pour s'adresser aux 150 experts de notre groupe de travail et pour vous remercier énormément pour votre participation active. Et participation de chacun de vous était extrêmement importante pour nous. Et aujourd'hui, j'ai un grand plaisir de partager cette nomination et ce trophée avec vous tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup Eva. Pouvez-vous nous dire comment la nouvelle a été accueillie par vos collègues en France ou à travers le monde? Oui, donc je travaille pour la société Honeywell Respiratory Safety Product et ici en France. Mes responsables directs sont très très loin. Bien évidemment, je les ai informés déjà de cette nomination en tant que l'animatrice du groupe de travail et ça a été accueilli avec très grande joie. J'ai reçu énormément de support de la part de mes collègues et également de la part de la direction de Honeywell. Je vous remercie infiniment Eva pour votre retour, mais également pour votre investissement dans le cadre de ce projet, mais également tout au long de votre parcours au sein de la normalisation et de la Commission pour la protection respiratoire. Donc comme vous l'avez compris, 150 experts qui représentent toute catégorie de parties prenantes, fabricants, médecins, industrie textile, laboratoires, que je remercie également, mais surtout les utilisateurs. Et je vais me tourner vers vous, colonel François Gros. Vous êtes chef du bureau de la doctrine, de la formation et des équipements au sein de la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises. Vous êtes également président de la commission de normalisation dédiée aux équipements de protection individuelle pour les sapeurs-pompiers. Vous représentez l'utilisateur sapeur-pompier dans la normalisation. Pouvez-vous nous expliquer les raisons pour lesquelles vous vous êtes engagé dans l'élaboration de ce référentiel? Oui, merci beaucoup. Écoutez, le ministère de l'Intérieur et en particulier la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises est impliqué au quotidien aux côtés de l'AFNOR dans le processus de normalisation. Que ce soit pour les champs de compétences qui concernent la direction des sapeurs-pompiers, sur la thématique des équipements de protection individuelle, mais également sur la thématique des véhicules de lutte contre l'incendie et les véhicules de secours. Donc c'est tout naturellement qu'au lendemain de l'appel que vient d'évoquer Mme Messaoudi, que nous avons répondu présent dans cette démarche assez innovante, dans ce challenge à relever sur les délais qui nous étaient fixés pour écrire cet AFNOR-SPEC, le pendant d'une norme rédigée en une semaine. Vous venez de le rappeler, c'était un challenge intéressant à relever et c'est inhérent à notre activité qui ne peut s'arrêter, qui ne peut s'interrompre. Donc en même temps que nous devions assurer cette continuité du service public, que les acteurs de la sécurité civile devaient assurer leur mission, des mineurs aux pilotes d'hélicoptères qui effectuaient les évacuations sanitaires ou à l'ensemble des forces de sécurité civile et des acteurs du secours que sont les associations agréées et les services d'incendie et de secours. Nous devions assurer la protection de la santé et de la sécurité de ces personnels. Donc, dans cette période où, ça a été rappelé tout à l'heure, dans le panorama général des masques chirurgicaux, FFP2 ou 3, les utilisateurs avaient du mal à se situer. Nous avons fait ce travail nous a permis de mieux positionner le masque barrière et de pouvoir effectivement, dans cette période où notre activité ne pouvait s'interrompre, assurer un niveau de sécurité optimal de nos personnels
personnel, et puis préparer d'autres échéances, en particulier les dispositifs liés à la sécurité pendant la saison feu de forêt. Et nous avons pu ainsi produire un certain nombre de documents à destination des utilisateurs, vous l'avez dit, parce que si leur rôle n'est pas essentiel, il est effectivement primordial. C'est pas le seul. Nous avons travaillé au sein de ce groupe de 150 experts à apporter notre pierre à l'édifice, et la vision utilisateur était importante, et c'est ce qui nous a permis effectivement de progresser et d'apporter notre contribution. Merci beaucoup, et en effet, le retour utilisateur était essentiel. Et je vais me tourner maintenant vers vous. Commandant Francis Magliolini, vous êtes chef de la section équipement au sein du bureau de la doctrine, de la formation et des équipements de la DGS-CGC. Vous êtes investi également dans les travaux de normalisation depuis quelques temps, et je peux en témoigner, vous avez réussi à mobiliser et à agiter le positionnement des utilisateurs sapeurs-pompiers dans le cadre de la normalisation. Vous avez assuré ce lien entre le groupe de travail qui élaborait le référentiel et les futurs utilisateurs du produit qui allait émaner de ce référentiel. Pouvez-vous nous expliquer ce que cela a impliqué pour vous ? Alors mon rôle a été d'assurer effectivement le lien entre les utilisateurs et puis le groupe d'experts pendant la rédaction des travaux du SPEC AFNOR. J'étais en lien quasiment à l'issue de toutes les réunions pour essayer de proposer et d'échanger avec certains utilisateurs pour orienter un petit peu les directives techniques qu'on pouvait proposer le lendemain pour assurer une fonctionnalité des plus simples. Au niveau des utilisateurs, et aussi en collaboration avec le colonel Gros, de rédiger un outil pragmatique qui était largement consultable par les utilisateurs et leur permettre d'acquérir des masques conformes au spec AFNOR d'un point de vue d'orientation géographique le plus près de leur service d'incendie et de secours, et qui soit conforme aussi aux attentes de la protection individuelle pour pouvoir assurer la continuité des interventions en attendant la mise en place et la réception et la conception des masques chirurgicaux qui étaient en carence sur le territoire national. Avez-vous rencontré quelques difficultés vis-à-vis de ces utilisateurs ? Alors, il y avait une grosse attente par rapport en particulier au protocole de lavage qui paraissait un petit peu difficile à appliquer sur le terrain. On est rentré en négociations qui n'ont pas été très faciles avec certains experts autour de la table, mais on a réussi quand même à obtenir quelque chose qui était le plus facilement adaptable pour toutes les casernes de France et pour tous les services d'incendie et de secours. Et puis ensuite, la carence des masques barrières est tombée, et des masques barrières papier est tombée, et on a réussi à uniformiser un petit peu l'affectation des masques papier pour assurer les missions d'intervention pour les sapeurs-pompiers au quotidien. Je vous remercie. Je sais qu'en plus d'avoir fait le lien avec les utilisateurs, vous avez fait le lien et vous avez fait une explication de texte à une couturière qui était chargée d'élaborer des masques, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Mon épouse est couturière, et pour être sûr que c'était bien compréhensible, je m'efforçais d'essayer de lui faire lire ou lui faire découvrir les drafts qu'on avait mis en place, et ça a permis aussi d'orienter à certains moments la rédaction pour simplifier ou apporter quelques précisions supplémentaires pour justement faciliter aux néophytes la possibilité de comprendre correctement toutes les données du SPEC AFNOR pour pouvoir confectionner à domicile des masques sans être une experte avérée. Je vous remercie infiniment pour votre retour. Alors pour celles et ceux qui n'avaient pas la chance d'avoir le conseil et de l'assistance technique privilégiée du colonel Magliolini, eh bien certaines personnes ont décidé de contribuer et d'apporter leur pierre à l'édifice en tournant des tutoriels vidéo afin de faciliter la confection artisanale de ces masques. Et c'est notamment ce que vous avez fait, Anne. Donc Anne Guéral, vous êtes la fondatrice de l'atelier des gourdes. Vous avez décidé, vous êtes lancée dans l'aventure en tournant un tutoriel vidéo qui a été visionné à ce jour plus de 3 500 000 fois, ce qui représente un nombre certain. Après avoir visionné ce tutoriel, nous vous avons contacté un dimanche après-midi pour vérifier et pour voir avec vous si vous étiez d'accord pour participer à l'aventure avec nous en accompagnement toutes les démarches de confection artisanale. Pouvez-vous nous dire finalement quel est votre bilan de cette première expérience avec l'AFNOR ? Eh bien justement, ça a été une première expérience, donc une grande découverte. Je m'étais intéressée depuis le début à la confection de masques en tissu, mais rien de très clair n'était sorti sur le sujet. Et c'est mon frère qui est ingénieur qualité qui m'a transmis le document un vendredi soir, je me souviens.
Et donc je l'ai un petit peu décortiqué pour qu'il soit vraiment compréhensible par le plus grand nombre dans une vidéo justement qui a été postée sur YouTube et donc vous avez vu. Et donc je me souviens très bien de votre mail ce dimanche après-midi et de m'être retrouvée en réunion avec une partie de l'équipe quelques heures plus tard, un dimanche soir, avec un certain Olivier Perra que je ne connaissais pas à l'époque. Et donc j'ai tapé Olivier Perra dans Google pendant cette réunion. Et quand je me suis rendu compte qu'effectivement, c'était un grand nom de la maison, je me suis dit, tiens, il est en train de se passer quelque chose. Et effectivement, cette intuition a été la bonne, puisque avec ce travail conjoint avec l'AFNOR et tout ce travail pour essayer de débrouiller au mieux avec ceux qu'avaient les couturières pour fabriquer des masques, ça a été une explosion au niveau de mon site internet. Je recevais plusieurs centaines de messages par jour pour savoir comment fabriquer les masques, quel tissu utiliser, les barrettes nasales. Bon, il y avait beaucoup de thèmes. On a pu justement décortiquer avec l'équipe de l'AFNOR. Et puis ça a été le serveur du site qui sature complètement avec 200 000 visites par jour, jusqu'à cette vidéo justement YouTube qui a atteint des sommets qui étaient complètement inimaginables, puisque ça a été tourné pendant que mes enfants faisaient la sieste, par mon mari, j'étais pieds nus, enfin c'était vraiment du direct, on va dire. Ne jamais négliger la sieste des enfants. Il peut en ressortir des choses assez incroyables. Je sais par ailleurs que vous êtes maintenant connu et reconnu à l'extérieur, dehors, que France Inter est venu chez vous. Tout à fait. Alors, on a eu effectivement, suite à cette collaboration avec l'AFNOR, c'est vrai qu'il y a eu une médiatisation assez importante de ce tutoriel et de mon activité. Donc, il y a eu la matinale de France Inter, France 3, M6, les grands journaux nationaux aussi ont pu citer mon travail. Donc ça a été un beau coup de projecteur sur mon activité. Aujourd'hui encore, il ne se passe pas une seule journée sans qu'on me parle des masques. Il arrive même qu'on me reconnaisse dans la rue. Donc c'est une notoriété qui est tombée du ciel. C'est vraiment la belle histoire dans cette épreuve que tout le monde traverse, et j'ai beaucoup de gratitude envers Olivier Perra et l'équipe de l'AFNOR de m'avoir permis de travailler avec vous et de m'avoir intégré dans ce formidable travail. Merci pour vos mots. Sachez que nous avons tout autant de gratitude parce que vous avez justement permis de traduire les aspects pour le do-it-yourself, mais qui était plutôt destiné aux couturières professionnelles, pour les couturières un peu plus novices. Donc vous nous avez permis d'aller un peu plus chez le citoyen français, donc merci infiniment. C'est une expérience assez forte pour l'ensemble de l'équipe. Nous avons pu élaborer un référentiel en une semaine, ce qui est un temps record. Il y a eu de belles suites puisqu'il y a eu un projet européen. Il y a des réflexions européennes qui sont actuellement en cours, de nombreuses reprises sur le plan international. Voilà, c'est juste inimaginable, même pour nous qui sommes au sein de l'AFNOR. On dit souvent que seul on va vite et ensemble on va loin. Je pense que pour le coup, pour cette expérience, ensemble nous avons pu aller vite et loin. Donc je vous remercie infiniment et je vais céder ma place à Christine Kertez ainsi qu'à Franck Lebucle qui est le nouveau directeur des activités de normalisation. Je nettoie le micro et oui, les gestes barrières nous y amènent, nous y obligent. Je crois que nous pouvons dire un grand bravo à l'ensemble des lauréats et merci à eux d'avoir partagé avec nous leurs initiatives qui ont été en définitive de très belles aventures humaines. Des aventures qui ont montré, une fois de plus, s'il en était besoin, que c'est souvent en période de crise que les hommes et les femmes savent innover. Sortir des sentiers battus, c'est parfois bien souvent nécessaire de sortir des process pour trouver des solutions originales. Alors on sait innover, mais on sait également travailler, être solidaire et travailler en collectif. Jouer collectif, c'est tout à fait important dans ces projets. Et puis travailler en responsabilité pour trouver des solutions de qualité et qui donnent confiance. Et c'est là qu'interviennent le rôle des normes volontaires. L'ensemble de nos lauréats l'ont souligné. C'est important de pouvoir s'appuyer sur les normes qui donnent confiance. Voilà, eh bien écoutez, notre événement touche à sa fin. Merci à tous de nous avoir suivis.
Et puis je donne rendez-vous à ceux qui le souhaitent parmi vous à une webconférence demain à 16h sur les conséquences du Brexit, conséquences en matière de normalisation, mais également pour la mise sur le marché de produits. Donc n'hésitez pas à vous connecter demain à 16h pour suivre Camille Cloître qui nous fera cette présentation. Voilà, et puis je vais donner le mot de la fin à Franck Lebeugle, directeur d'AFNOR Normalisation. Franck, c'est à toi. Merci Christine. C'est à moi qu'il appartient, c'est un honneur et je dois le faire avec beaucoup d'humilité en tant que récent directeur de la normalisation de conclure donc cette cérémonie hors norme à double titre. Donc merci, bravo à toutes et à tous pour ces initiatives qui attestent, s'il fallait encore le faire, de l'utilité des normes volontaires. Et je trouve, je pense que vous soyez à distance ou ici, que c'est très rassurant de voir avec ce qu'on vient de traverser que de telles initiatives fleurissent. Cela démontre que la normalisation volontaire est un outil formidable pour compléter l'action des pouvoirs publics, souvent de démontrer qu'on peut servir l'intérêt général de différentes façons, qu'il s'agisse d'activités de normalisation ou même, on l'a vu cet après-midi, en amont de la normalisation. Donc 2020 nous aura obligés à modifier en profondeur nos pratiques, qu'il s'agisse de la réactivité face à la crise, vous l'avez vu, de l'accélération de la transition numérique, de la transformation de nos méthodes de travail dont a parlé RIM, et puis de la contribution de la normalisation à la reconstruction au plan de relance, que ce soit au niveau français ou au niveau européen. Donc en 2021, vous pouvez compter sur nous, si au cas où vous en douteriez, qu'il s'agisse de construire des conditions pour le développement plus éthique du numérique, par exemple, dans l'intelligence artificielle, dans la blockchain, pour apporter des outils pour lutter contre le changement climatique. Olivier l'a énoncé sur l'économie circulaire, sur la neutralité carbone, sur les villes durables, la biodiversité, et enfin, pour accélérer le développement du concept de responsabilité sociétale des entreprises. Donc, soyez assurés, toutes et tous, que les équipes d'AFNOR continueront à être à vos côtés pour fournir des solutions utiles, et nous serons à vos côtés pour vous en informer grâce au service de l'adhésion. Merci à toutes et tous. Excellente année à nouveau. Merci beaucoup Franck. Et à tous, très bientôt. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.